Oui, bonjour, merci beaucoup, Monsieur Simard. Comme il a dit, j'ai suivi le parcours au Cégep avec la formation programmation web, mobile et le côté cybersécurité aussi. Depuis, je travaille dans le domaine de la cybersécurité et mon focus se fait vraiment sur la sécurité de l'Internet des objets ou IoT pour Internet of Things en anglais. Alors, je vais commencer directement par le plan. Alors, on va commencer par notre petit sudo apt install avec notre plan. Je vais commencer vraiment par une présentation de l'entreprise qui est la société Conseil Lambda. On va poursuivre avec une présentation personnelle de ma part et de la part de mon directeur qui est Martin Sanson. Ensuite, on va aller directement dans le sujet de l'Internet des objets où je vais commencer par une introduction sur le sujet et vraiment faire un overview de qu'est-ce que c'est et comment ça fonctionne pour voir les problématiques de sécurité que comporte l'Internet des objets. À la section suivante, on va avoir vraiment toutes les méthodes d'audit et de pentest qu'on peut faire sur l'Internet des objets et par la même occasion, essayer de différencier qu'est-ce qui fait la différence entre une audit et un pentest sur les systèmes conventionnels tels qu'on les connaît et l'IoT. Je vais faire une démonstration aussi en live avant de passer au côté solutions de sécurité à ces problématiques-là qu'on aura vues pendant la présentation. Donc, je vais laisser la parole à M. Sanson pour faire sa présentation et parler de Lambda. Alors, bonjour tout le monde. Mon nom est Martin Sanson. Normalement, quand je fais des présentations puis je parle de moi-même, je monte une grosse marmite qui bouillonne parce que je suis tombé dans le domaine de la cybersécurité, mon Dieu, ça longtemps, en 1997, effectivement. Et par pur hasard, je faisais de la gestion de projet, je travaillais en TI. Puis justement, je suis tombé à un endroit où personne ne voulait s'occuper de ça. Puis je suis tombé en amour avec la cybersécurité. Dans ce temps-là, c'était même pas encore de la cybersécurité. On parlait de sécurité de l'information. Alors, je vous présente rapidement la société Conseil Lambda, qui on est, d'où on vient. Ça fait quand même depuis 1986 que la société Conseil Lambda existe. Moi, j'ai joint les rangs, ça fait à peine un an. Et puis, c'était comment dirais-je, un coup de foudre avec l'entreprise parce que justement, le président, qui est Éric Ferland, a comme pu me donner l'opportunité de mettre une équipe de cybersécurité en place. Alors, depuis ce temps-là, on a cessé de grandir, ça n'a aucun sens. Alors, c'est une firme qui est privée, qui appartient à une seule personne et qui est axée sur 4 grands axes. 4 grands axes, nouvelle diapo, merci. Alors, les 4 grands axes, en fait, là, qui sont les suivants. On parle dans un premier temps du côté de cybersécurité, le groupe que je dirige. On a présentement une panoplie de projets. La cybersécurité, je compare ça souvent à un diamant qui a beaucoup de facettes. C'est évident qu'une entreprise ne peut pas traiter de toutes les facettes de la cybersécurité. Nous avons choisi 4 ou 5 facettes principales, dont celle de l'Internet des objets. Quand j'ai commencé l'année passée, j'avais une liste de 18 projets ou 18 facettes, si on veut, de cybersécurité qu'on pourrait travailler. L'Internet des objets était plus vers le bas, je dois vous avouer. Par contre, quand j'ai rencontré Rémi Kia et qu'on s'est mis à parler de ça, c'est drôle, l'Internet des objets a monté sur le dessus de la liste et on a développé dans la dernière année une expertise, je pense, qui va être reconnue non seulement au niveau provincial, mais aussi au niveau canadien avec les projets qu'on est en train de monter. Dans les autres groupes, on a de la gestion de projets qui sont des choses standards à l'intérieur des firmes conseils, tout ce qui est le côté transformation organisationnelle, gestion de changement, et aussi la gestion des TI, le côté technologique de la chose. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à Rémi Kia, qui va vous entretenir sur ce sujet captivant de l'Internet des objets. Bonne présentation.
Merci. Alors moi, qui je suis? Comme je dis, j'ai été étudiante au Cégep de Sainte-Foy et c'est vraiment par le cours de Monsieur Guillaume Simard que j'ai eu ma première piqûre, on va dire, si je peux me permettre de le dire comme ça, sur la cybersécurité, où j'ai commencé vraiment à m'y intéresser. Je suis présentement étudiante à l'Université Laval. Je fais un certificat en informatique que je vais poursuivre ou en baccalauréat en informatique ou aller chercher une discipline histoire d'avoir un baccalauréat à la fin qui regrouperait, oui, l'informatique, mais peut-être plus la gestion et marketing aussi. Alors, j'ai rencontré Lambda au cours de mon premier stage universitaire où ma prof de cybersécurité nous avait proposé des stages et j'ai vu celui-ci que Lambda proposait sur l'Internet des objets. Depuis, j'occupe un poste dans la société en tant que conseillère principale cybersécurité des IoT et bien sûr, je continue mes études à temps partiel à l'université. En ce moment, au sein de l'entreprise, je travaille à mettre en place l'offre de services IoT pour les entreprises afin d'adresser la sécurité de leurs objets connectés. Et sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, qu'est-ce que l'Internet des objets? En cherchant sur Internet, on va trouver vraiment beaucoup de définitions qui diffèrent plus ou moins l'une de l'autre. Je vous en ai mis une ici d'un des bouquins qui explique, qui parle du sujet. Alors, je peux vous laisser la lire si vous voulez, mais on a des définitions qui sont souvent différentes, compliquées, et il est important de souligner que le domaine, on ne s'est pas encore entendu sur une définition de l'Internet des objets qui va être universelle. Alors moi, je vais vous donner la définition simplifiée avec laquelle je suis arrivée au fil de mon stage, qui est l'Internet des objets est la connexion à Internet des objets physiques ou numériques autonomes ayant des actions dans le monde réel. Alors on voit ici qu'il y a plusieurs objets connectés qu'on voit de plus en plus sur le marché et ceux-là, ils existent vraiment. Je les ai vraiment pris sur les magasins en fait qui offrent ces produits-là. Ça va vraiment de nos assistants vocaux que je pense sont vraiment au niveau consommateur les premiers objets connectés qu'on a vu apparaître sur le marché, suivi des ampoules connectées, les plugs connectés, des voitures, des caméras et ça va vraiment jusqu'à nos frigidaires connectés, nos laveuses connectées, etc. Alors, dans la définition ici, on voit vraiment 3 caractéristiques essentielles, en fait, pour appeler à un objet connecté IoT. Alors, on a d'abord la connexion à l'Internet, on a l'autonomie aussi, et l'action dans le monde réel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pour la connexion, on peut s'imaginer chez nous en plein été, on a un climatiseur qui est connecté avec un thermostat. Quand notre thermostat va détecter une température élevée, il va envoyer automatiquement un signal à notre climatiseur qui, lui, va entreprendre de lancer le refroidissement. Bien sûr, on pourrait très bien recevoir une notification sur notre téléphone qui nous indique « bah oui, il fait chaud en ce moment, mais votre climatiseur est en route ». Ce qui nous emmène à la deuxième partie qui est l'autonomie. Pour comprendre l'autonomie, on peut s'imaginer qu'on revient des courses ou du cégep un soir et à quelques mètres de notre maison, notre voiture va envoyer un signal au garage qui est connecté aussi, qui va entreprendre d'ouvrir la porte alors qu'on arrive dans l'allée pour rentrer. Et notre troisième caractéristique, c'est notre action dans le monde réel. Imaginez-vous le matin, vous vous réveillez, vous avez une de ces montres intelligentes. Alors, au réveil, la montre détecte votre cycle du sommeil, du réveil dans ce cas. Elle va envoyer 3 signaux sur le réseau. Le premier vers votre lumière connectée qui va s'allumer, le deuxième vers votre cafetière qui va faire le café et le troisième vers le grille-pain qui va commencer à griller vos toasts. Alors, on pourrait avoir encore une fois une notification alors que vous vous brossez les dents comme quoi votre petit déjeuner est prêt. Alors, qu'est-ce que l'Internet des objets? C'est un nouveau concept et non pas une nouvelle technologie. Alors, on peut s'imaginer notre carré bleu ici, c'est notre réseau à l'interne. C'est l'exemple d'une maison intelligente. On a tous un routeur à la maison et en général, il fait Wi-Fi aussi. Le routeur, ça va être vraiment notre pont vers le monde extérieur. Disons qu'on a un ordinateur de bureau qui est connecté par un câble Ethernet.
On va avoir une Smart TV, un laptop, une console et un téléphone qui, eux aussi, vont communiquer par Wi-Fi avec notre routeur. Et là, disons qu'on est allé chez Best Buy et puis on a trouvé le Philips Hue qui vient avec 4 lumières et qu'on a ajouté à notre réseau local où on va avoir nos lumières qui vont communiquer avec notre concentrateur Philips par Zigbee. Et bien sûr, comme nos lumières font Bluetooth aussi, on pourra les contrôler individuellement à partir de notre téléphone cellulaire. On a un garage connecté, on pourrait ajouter des caméras IP extérieures aussi. Et toute une panoplie d'autres objets. Et puis là, franchement, il en existe tellement sur le marché. On a l'embarras du choix et ça va vraiment selon les goûts de chacun. Ces objets-là, bien sûr, ils communiquent avec notre routeur, mais ils communiquent entre eux. On a vu tout à l'heure que notre climatiseur peut communiquer avec notre thermostat. Notre thermostat va pouvoir communiquer avec notre téléphone. On peut avoir aussi notre smartwatch qui va parler avec notre téléphone, qui va parler avec notre Philips Hue pour allumer les lumières le matin, par exemple. Et encore une fois, il peut parler avec notre cafetière et notre grille-pain pour lancer nos petits déjeuners, comme je l'avais montré plus tôt. Notre caméra IP à l'extérieur pourrait communiquer avec notre garage. À ce moment-là, elle pourrait simplement détecter la voiture qui approche à l'entrée et ouvrir le garage, qui serait une alternative à l'exemple que j'ai donné plus tôt. Et notre garage pourrait aussi communiquer à notre Philips Hue, qui pourrait l'envoyer un signal une fois qu'on est stationné, afin que nos lumières à l'intérieur s'allument. Alors ici, j'aurais pu vraiment ajouter tout plein d'autres lignes rouges, mais mon objectif, c'était pas de transformer ma slide tout en rouge, mais c'est de vous faire comprendre que nos objets, ils vont communiquer avec notre routeur, mais ils vont communiquer entre eux. Et sans avoir besoin qu'on soit là nécessairement pour leur dire quoi faire, d'où le côté autonomie. Ce qui nous amène à comment est fait un objet connecté. On va essayer d'en construire un ensemble aujourd'hui. Et comme c'est Halloween, j'ai choisi comme objet qu'on allait faire une citrouille connectée qu'on va appeler Smart Pumpkin. Juste pour vous mettre un petit peu dans le contexte, on a notre Smart Pumpkin qui est une décoration de l'Halloween et c'est celle qu'il faut avoir cette année pour être cool. On veut que le prix de vente soit pas supérieur à 20 $. Et qu'est-ce qu'on veut avec notre Smart Pumpkin? On veut qu'elle ait une connectivité Wi-Fi et Bluetooth. On veut qu'elle s'allume automatiquement à la tombée de la nuit. Elle est aussi farceuse. À chaque fois qu'une personne va passer devant, elle va jouer des effets sonores effrayants et on pourra les programmer à partir d'une application mobile qu'on appellera Smart Pumpkin App. Et bien sûr, notre Smart Pumpkin, on veut qu'elle ait une batterie rechargeable et on va dire que notre batterie, elle a une autonomie de 12 heures. Si vous avez d'autres fonctionnalités qui vous viennent en tête, alors quand je vous montre cet exemple-là, n'hésitez pas à me le faire savoir. On va faire l'exercice vraiment ensemble. Alors, avant de commencer, je vais vous montrer la recette. Ce qu'on veut construire, c'est notre citrouille connectée. Et pour faire ça, on a besoin de capteurs, d'actionneurs, de modules de communication. On a besoin d'une carte mère, bien sûr, avec un processeur, d'alimentation et notre emballage qui, dans notre exemple, sera notre citrouille. On va commencer par les capteurs. Alors, le capteur, ça va être un composant électronique qui, lui, va permettre vraiment de capturer, de détecter une donnée qui va appartenir au monde réel. Alors, ces données-là, ça peut être des couleurs, des distances, la température, un pouls, un son. On peut détecter le niveau. J'ai mis ici plusieurs exemples de quelques capteurs qu'on retrouve sur le marché. Et bien sûr, il y en a plein d'autres. Alors, si je reviens sur ma pumpkin, qu'est-ce qu'on veut comme données pour arriver à faire notre objet final qui est connecté? Je ne sais pas si vous avez des propositions, si vous avez des idées, vous pouvez me les donner. Je vais les noter en même temps. Mais j'avais dit dans mon exemple plus tôt qu'on voulait capter la lumière. Du coup, on va avoir un capteur pour la lumière. On veut savoir quand quelqu'un marche en face de notre citrouille. Du coup, on pourrait avoir un capteur de proximité. Est-ce que vous envoyez des données qu'on pourrait avoir besoin qui appartiennent au monde réel et qui vont nous permettre d'ajouter toutes les fonctionnalités à notre citrouille?
Alors, j'ai mis la proximité, on aurait pu mettre la distance. Si on veut évaluer la distance entre le passant et notre citrouille, on peut mettre le mouvement qui va tout simplement détecter un mouvement. On peut mettre aussi la vision. Si on veut que notre détection se fasse à partir d'une caméra, quand on voit quelqu'un passer devant, on va faire jouer nos sons. Juste pour vous donner un exemple, on a tous un téléphone cellulaire. Dans nos téléphones cellulaires, on retrouve tous ces capteurs-là d'intégrer dedans. Alors, ça va de nos deux caméras avant et arrière, un capteur de lumière qui va nous permettre d'ajuster la luminosité automatiquement, un maniomètre, un GPS, notre écran tactile, bien sûr notre microphone. On va avoir aussi l'accélération, gyroscope, on va avoir l'humidité et la température, la pression et encore une fois la proximité. Jusqu'à présent, on sait que pour construire notre objet connecté, on veut savoir s'il y a encore la lumière du jour et on veut savoir s'il y a quelqu'un qui passe à proximité de notre citrouille. Maintenant, il nous faut un module de communication. Alors, il en existe vraiment beaucoup. C'est ce qui va permettre de connecter notre objet à Internet, mais aussi permettre l'interconnexion entre ces objets-là. Et c'est ce qui fait le pont vraiment entre le numérique et le physique. Dans le monde des objets destinés à la consommation, aux consommateurs, on va avoir des protocoles Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee et NFC. Et du côté industriel, on voit beaucoup de LoRa, Sigfox, Z-Wave et les technologies cellulaires. Alors, on voit ici qu'elles travaillent toutes sur des fréquences radio plus ou moins différentes. Ça peut varier de 1 GHz jusqu'à 86 GHz avec le cellulaire. On a Sigfox qui est à 902 MHz. Ça varie aussi, on a des portées vraiment différentes. Ça va aller de 10 cm avec notre NFC qu'on retrouve sur nos cartes de débit et crédit avec le système PayPass. Et ça peut aller jusqu'au global avec les technologies cellulaires. Ici, on voit un peu à quoi ressemblent nos différentes cartes mères. Et je ne sais pas si on peut me voir, mais je peux vous en montrer une ici. Pour Zigbee, ça ressemble un petit peu à ça. On a l'image et on a vraiment la petite antenne ici avec nos ports série. Ce qui nous emmène encore à notre citrouille. Si on veut ajouter les modules de communication, on disait qu'on voulait du Wi-Fi et du Bluetooth. Du coup, on va avoir besoin des chips pour intégrer ces deux technologies-là aussi à notre citrouille. Ce qui nous emmène à la troisième partie qui est notre actionneur. Alors, c'est vraiment le composant mécanique numérique qui va nous permettre à l'objet d'exécuter une tâche ou une action dans le monde réel. Alors ici, dans le cas de notre climatiseur, notre actionneur, ça serait le compresseur qui serait à l'origine du froid. Dans l'exemple de la cafetière, ce serait notre élément chauffant. Et dans notre exemple de garage connecté, on va avoir un moteur qui va ouvrir tout simplement notre porte de garage quant à la réception d'un signal. Alors, si je reviens encore une fois vers ma citrouille, quelle action qu'on veut faire dans le monde réel? Déjà, on veut de la lumière. Alors, on va avoir un commutateur numérique, une sorte de switch, une prise qui va tout simplement changer une valeur de on à off qui va allumer ou éteindre notre citrouille. On a aussi le côté où on veut qu'elle joue des sons sonores. On pourrait avoir à ce moment-là un haut-parleur aussi dans notre citrouille qui va recevoir vraiment la programmation et jouer notre son quand on détecte une personne à proximité. Si, par exemple, on veut faire pousser notre exemple un peu plus loin, je veux que ma citrouille, quand une personne passe devant, elle puisse s'ouvrir pour qu'on puisse me déposer des bonbons. Alors, à ce moment-là, j'ajouterai un moteur aussi qui va permettre à ma citrouille de s'ouvrir et de se fermer à chaque fois que quelqu'un passe devant. Ce qui nous emmène à la quatrième partie qui est l'alimentation. C'est bien beau de créer notre objet, mais il nous faut une source d'énergie pour le faire fonctionner. Alors, ça fonctionne de 3 façons différentes. On peut avoir un objet qui va être branché directement au secteur. On peut avoir des batteries à durée limitée qu'on va changer après un certain temps et des batteries rechargeables qu'on va venir brancher pour recharger, comme dans l'exemple de notre citrouille où on a dit qu'on avait une autonomie de 12 heures. Ou encore, on peut avoir une batterie rechargeable mais renouvelable, c'est-à-dire qu'on va avoir à ce moment-là un capteur, encore une fois, des rayons UV qui va nous permettre de charger notre batterie. Alors,
Bien sûr, on a notre carte mère aussi, où on va aller chercher un processeur qui va venir supporter toute la logique de notre objet et l'emballage qui va être notre citrouille. Juste avant de passer à la prochaine étape, on va voir un petit peu les domaines d'application de l'Internet des objets. Alors, c'est en train d'être adopté pas mal partout. On va trouver ça pas mal dans l'environnement, l'agriculture, la santé, les transports, les bâtiments intelligents, les industries intelligentes. Là, on parle d'industrie 4.0 qui va être la nouvelle révolution industrielle où IoT est vraiment à la base de cette nouvelle révolution. On va avoir aussi les villes intelligentes et on voit beaucoup aussi dans le côté énergétique. Et bien sûr, tous ces domaines-là s'entrelacent entre eux d'une certaine façon. Par exemple, si on pense au domaine de l'énergie, ça va venir en lien avec les bâtiments intelligents, la ville intelligente, la maison intelligente, où on va pouvoir avoir nos objets IoT qui vont nous permettre d'allumer, par exemple, nos lumières juste quand on en a besoin et de les éteindre quand on est à l'extérieur, nous permettant ainsi d'avoir des économies d'énergie. Et ce qui nous emmène aux problématiques de sécurité de l'Internet des objets. Après avoir cherché sur l'Internet des objets, ce que je voyais beaucoup, c'était, et que je remarquais beaucoup, c'était la très grande vulnérabilité de ces objets-là. Et on va répondre au pourquoi. On va commencer par parler de la chaîne d'approvisionnement pour la construction d'un objet connecté. Alors, on va avoir d'abord l'étape où on va aller chercher tout ce dont on a besoin chez les fournisseurs. On va aller chercher les matériaux physiques pour construire notre objet et logique, bien sûr. Dans les matériaux physiques, c'est vraiment tout ce qui est capteur, actionneur, notre carte mère, notre processeur, les modules de communication, notre alimentation, la batterie. Et pour le côté logique, on va avoir les différentes librairies qu'on va utiliser dans nos codes, nos API, où on va connecter nos applications mobiles et web. On va avoir une plateforme cloud si on veut faire tout le côté base de données, analytics, si on veut avoir une intelligence artificielle derrière tous les services. On va avoir aussi des applications tierces et le firmware qui va tourner sur notre objet en question. Ce qui nous emmène au manufacturier qui, lui, va prendre tous ces objets-là qu'il a été chercher chez ses fournisseurs, en faire l'assemblage, la configuration et vraiment les adapter pour satisfaire ce qu'il veut comme rendu final. Cet objet-là part dans les chaînes de distribution, se retrouve dans nos magasins de vente au détail et c'est ainsi qu'il se retrouve chez nous, les consommateurs. Et ici, je tiens juste à souligner que notre chaîne d'approvisionnement s'applique, oui, à notre objet connecté, mais chacun des matériaux qu'on va chercher chez le fournisseur passe eux-mêmes par une chaîne d'approvisionnement. Par exemple, pour construire le capteur, le fournisseur, lui aussi, a été chercher ses matériaux bruts et il est passé dans la phase de manufacture, de distribution, vente au détail. Et le consommateur, à ce niveau-là, ça sera la personne qui va l'acheter pour en faire, par exemple, notre objet connecté. Et dans notre cas, c'est nous qui achetons tous ces objets-là pour en faire notre citrouille. Et il faut garder en tête qu'un manufacturier, son objectif quand il développe un objet comme ça, c'est que ça lui coûte le moins possible et que son objet soit le first to market. On veut que notre citrouille connectée soit la première qui apparaisse sur le marché et non pas que quelqu'un d'autre vienne nous prendre l'idée ou notre first to market. Ce qui nous emmène ici, je vais faire la comparaison un peu de la stack IoT, la pile IoT versus la pile web. Là, on va avoir vraiment la couche Internet physique où on voit déjà une différence entre nos technologies et nos protocoles utilisés dans le web et Internet des objets. À droite, en rouge, on voit qu'on utilise en général Ethernet, on va utiliser le wireless qui vont être tous des protocoles 802.3 ou 802.11. Et dans le côté Internet des objets, on voit beaucoup la norme de 802.15.4 qui est un protocole de communication qui a été fait spécialement pour répondre aux problèmes de consommation de l'Internet des objets. On avait dit plutôt qu'on avait souvent l'alimentation qui a être par batterie à durée limitée ou rechargeable. Ben ça se résulte par ce que j'appelle le phénomène du low power. C'est qu'à cause de ça, on va avoir toute une panoplie de protocoles qui vont être
construits spécialement pour répondre aux besoins de l'Internet des objets, en fait, vont fonctionner à faible consommation, à faible portée et avoir aussi un faible débit au niveau des communications. Ce qui nous emmène à la couche Internet, où on va retrouver 6LoWPAN. Et là encore, on trouve la notion de low power. On voit ici que 6LoWPAN, si on regarde une petite recherche sur Wikipédia, on voit que ça veut dire Low Power Wireless Personal Area Networks ou Low Power Wireless Area Networks. Mais tout ce que je veux souligner en montrant ça, c'est la notion de low power qui revient vraiment à chacune de nos couches de notre pile IoT. Ce qui nous emmène encore à la prochaine couche au niveau des transports. Au niveau de la pile web, on va utiliser les protocoles TCP, UDP. Au niveau de IoT, on va prioriser UDP, DTLS. UDP, par exemple, pourquoi? Parce qu'on contrairement à TCP, on ne va pas avoir tout le système de handshake, d'établissement de la connexion, où en tant que client, j'envoie une requête pour me connecter à un serveur. Le serveur me répond avec un acknowledge et je lui réponds. Ainsi, on va établir une connexion sécuritaire entre le client et le serveur. Dans le cas de l'Internet des objets, ça va être UDP, où on n'aura pas tout cet établissement, qui fera que nos communications seront plus légères et ça va répondre encore une fois à notre besoin en low power. Et ça nous emmène encore une fois, là, on a la couche applicative où dans une pile web traditionnelle, on va utiliser du HTTPS et compagnie. Ici, dans IoT, on voit des nouveaux protocoles, encore une fois, comme CoAP pour Constrained Application Protocol, qui est vraiment, encore une fois, fait pour répondre au côté restreint de l'Internet des objets. Ce protocole-là, il fonctionne vraiment comme HTTP. On va avoir vraiment tout l'échange requête-réponse avec la même architecture un peu que HTTP. Seulement, c'est adapté pour des environnements restreints. Alors, qu'est-ce qu'un environnement restreint? C'est quand on a notre réseau d'objets connectés qui, lui, va communiquer avec une passerelle qui va nous emmener vers le monde extérieur ou Internet. Alors, on va avoir des objets restreints. Par quoi? Par la batterie qui va nous emmener à avoir une restriction au niveau de la mémoire et de nos fonctionnalités aussi. Et on va avoir des communications restreintes, comme on vient de le voir avec notre pile IoT. Et c'est ce qui construit un environnement restreint. Je suis allée voir le WASP, ils ont sorti le top 10 des vulnérabilités IoT que je vous ai mis ici. Je ne vais pas les passer toutes une par une parce qu'on va revenir sur les vulnérabilités un petit peu plus tard, mais dans l'ensemble, on voit vraiment des problématiques au niveau des mots de passe qui vont être faibles, devinables ou codés en dur. On trouve des objets qui vont avoir un seul mot de passe qui est identique à toute la chaîne de production de l'objet. On va avoir des mécanismes de sécurité qui vont être absents ou très légers, dû là encore à notre environnement restreint. On enlève le côté encryption, par exemple, pour éviter d'avoir une trop grosse consommation énergétique. On a le côté hardware aussi, où dans nos objets connectés, physiquement, ils sont aussi vulnérables. Le firmware qui va être un peu notre OS qui va tourner sur notre objet connecté, que là aussi on va trouver toute une panoplie de vulnérabilités différentes. Et on a aussi toutes les vulnérabilités liées aux communications. Mais comme je vous dis, on va revenir là-dessus un peu plus tard dans la présentation. Avant de continuer, je veux juste mettre quelques exemples du monde réel. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du Mirai Botnet. Pour construire ce botnet-là, ce qui a été fait, c'est que les gens ont scanné l'Internet à la recherche de ports telnet d'ouvert. Et ils ont fait une attaque par brute force en utilisant une word list de 61 noms d'utilisateurs et mots de passe communs. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à recueillir vraiment énormément d'objets connectés comme ça, à faire partie de leur botnet. Ce botnet-là, il a servi à lancer 2 attaques massives en 2016, en septembre sur OVH et en octobre sur les serveurs DIN, et qui, dans les 2 cas, ont créé vraiment un problème de disponibilité des services des 2 victimes en fait, de l'attaque.
À droite, on voit ici devpass.com, qui est un site où on peut aller vraiment rentrer l'identifiant d'un objet connecté qu'on a à la maison, par exemple, et voir s'il a un mot de passe par défaut déjà connu et publié sur Internet. Mon deuxième exemple est le piratage de baby monitor. C'est des babyphones qu'on voit beaucoup sur le marché qui vont être connectés à Internet. Du côté utilisateur, c'est très pratique de pouvoir surveiller son enfant et d'avoir un retour direct sur son téléphone. Mais on a des pirates informatiques qui ont réussi à pirater plusieurs de ces objets-là. Et ils ont gagné le contrôle total sur les babyphones. Ils avaient accès aux flux vidéo des enfants et tout ce qui se passait en fait dans la pièce où se trouve la caméra. Ils avaient aussi accès au microphone. Dans tous les exemples qu'on peut trouver sur Internet, les parents disaient qu'ils pouvaient vraiment entendre une personne discuter dans la chambre de leurs enfants. Alors on peut s'imaginer la peur de ces gens-là quand ils entendent quelqu'un parler dans la pièce d'à côté où se trouve leur bébé. La première idée qui leur vient en tête, c'est qu'il y a vraiment une personne dans la pièce avec leur enfant. Et quand ils arrivent là, ils remarquent qu'en fait, le son venait du babyphone. À droite, on a un autre site web qui est shodan.io, qui est notre Google de l'Internet des objets, où on va aller chercher, vraiment, on peut trouver plusieurs vulnérabilités, plusieurs objets accessibles et qui ont été exploités sur ce site web-là. Je mets quand même un petit flag rouge en vous disant faites attention à ce que vous faites si vous voulez aller sur ce site-là parce qu'on voit vraiment des informations très sensibles dans des adresses IP. Il faudrait rester plus dans l'optique éthique, bien sûr, si vous voulez faire des tests sur les objets IoT. Mon autre exemple, c'est arrivé tout récemment. On a eu un premier homicide en Allemagne qui est complètement attribuable à une cyberattaque de type ransomware. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un hôpital qui a été victime d'une attaque informatique qui a mis hors service la plupart de leurs systèmes, ce qui a mené à la situation où ils devaient vraiment transférer plusieurs de leurs patients dans une dame qui devait avoir une opération chirurgicale de la plus haute importance, qui malheureusement a perdu la vie pendant son transfert vers l'hôpital le plus proche qui était, je pense, à 15 minutes de celui-là. C'est une première où on a une personne qui perd la vie à cause d'une attaque informatique. Et les protagonistes de cette attaque-là sont actuellement poursuivis pour homicide. Ce qui nous emmène à Click Here to Kill Everybody. Click Here to Kill Everybody, c'est quoi? C'est un livre de Bruce Schneier que je recommande fortement. C'est le même auteur qui a écrit Data et Goliath et il est paru en 2018. Alors, Monsieur Schneier, dans son livre, il fait une peinture catastrophique, on va dire, de l'Internet des objets, d'où le titre Click Here to Kill Everybody. Si je reviens un petit peu à ce que je disais plus tard, dans nos trois caractéristiques, on a la connexion à Internet, on a l'autonomie et bien sûr, on a l'action dans le monde réel. Et dans l'action dans le monde réel, nos objets, ils vont faire vraiment une action concrète qui a un effet direct sur notre environnement. C'est dommage que ma machine à café, la vidéo ne marchait pas, mais ce que les chercheurs ont fait, c'est qu'ils ont réussi déjà à injecter un ransomware dans une machine à café qui faisait jouer vraiment un message avec un lien où il faut aller pour payer la rançon. Il faisait partir aussi la machine à café, il faisait couler l'eau, il faisait partir tout le côté bip bip, les sons de la machine à café et le moulin à café aussi, ce qui faisait un boucan d'enfer. Alors on voit déjà là, on va avoir une répercussion sur notre environnement où ça va être du bruit, ça va être désagréable, mais imaginez d'autres objets qui pourraient avoir des actions qui pourraient être dangereuses pour une personne ou sur notre environnement. Dans le livre, M. Schneier vraiment dépeint toute la problématique de l'Internet des objets. Il fait des propositions de solutions aussi, et il parle aussi des différents acteurs qui devraient tous, en fait, se relier pour construire un monde
connectés, plus sécuritaires. Et entre autres, il explique le rôle de nos gouvernements, que devraient jouer du moins nos gouvernements pour un monde hyper connecté, sécuritaire. Ce qui nous emmène à ma partie préférée, qui est vraiment l'audit et de vulnérabilité et les tests d'intrusion. Alors, où est-ce qu'elles se trouvent, ces vulnérabilités? On en a vu quelques-unes plus tôt avec le rapport de l'OWASP. Elles se trouvent au niveau du hardware, qui est l'objet physique en question, au niveau du firmware, qui est notre micro-logiciel qui tourne sur notre objet, les communications et bien sûr nos applications, nos interfaces utilisateurs. On va commencer par le hardware. Alors, quand on va faire de l'exploitation hardware au niveau de l'audit, qu'est-ce qu'on peut trouver comme vulnérabilité? On peut trouver des ports JTAG qui sont des ports de débogage qui sont exposés. On peut trouver des ports série UART, SPI, I2C qui vont être aussi exposés. Et à droite, dans les tests d'intrusion, vous voyez mon JTagulator, Atify Badge, le Bus Pirate, qui sont tous des outils de piratage qui vont nous permettre de nous connecter sur ces ports série, sur ces ports de débogage, dans le but d'essayer de comprendre déjà comment fonctionne l'objet, d'aller chercher le firmware, d'injecter un firmware malveillant aussi sur notre objet. Juste pour vous donner une idée d'à quoi ça ressemble, à droite, on a un exemple des ports UART et à droite, on a les ports JTAG qui sont exposés au bas de notre Amazon Echo. Alors, imaginez si on est dans une salle d'attente et on a un Amazon Echo pour nous faire jouer la musique ou juste entretenir les gens qui sont en train d'attendre. Moi, je pourrais venir avec mon JTagulator qui est le rose ici. Avec quelques câbles, je peux me connecter aux ports JTAG qui sont exposés au-dessous de notre Amazon Echo pour exploiter notre Amazon à ce moment-là. La deuxième partie où on trouve vraiment beaucoup de vulnérabilités, c'est le firmware. Alors, au niveau du firmware, c'est comme si avoir accès au firmware, c'est comme avoir accès à l'OS de notre ordinateur. On va avoir accès à tout le système de fichiers. Je peux faire des modifications malveillantes sur mon firmware et ensuite le réinjecter dans mon objet. On va retrouver des mots de passe administrateurs qui vont être faibles ou inexistants. On peut trouver des clés de chiffrement, des certificats, on peut trouver des backdoors, des librairies et des binaires qui vont être vulnérables qu'on pourra exploiter, ainsi que des liens, des URL sensibles vers des services que l'objet utilise, vers des bases de données où l'objet communique pour faire le stockage, les liens aussi vers l'application mobile et l'application web. Pour le côté test d'intrusion, nos outils à ce moment-là, à ce niveau-là, vont être plus des logiciels comme Binwalk qui permet l'extraction des systèmes de fichiers, Anshadow et John the Ripper pour brute force les mots de passe, Kimu, Firmadin et FAT pour Firmware Analysis Toolkit qui vont nous permettre de faire de l'émulation des binaires qu'on retrouve dans notre firmware ou de notre firmware dans son entièreté, qui va nous permettre de comprendre encore plus le fonctionnement de l'objet et où est-ce que ça pourrait être plus sensible d'apporter une modification ou comprendre un peu comment fonctionne l'objet. On a aussi Hopper Disassembler qui est un outil super intéressant pour faire le reverse engineering de nos binaires. Alors, comment fonctionne Hopper? C'est que je peux ouvrir une librairie binaire dessus et je vais avoir vraiment la vue sur tout le code en assembleur de ce que fait notre librairie ou le binaire. À quoi ça sert de faire notre désassemblage? C'est qu'on peut vraiment venir bypasser des mécanismes d'authentification et d'autorisation. On peut comprendre encore plus les fonctionnalités de notre firmware et on peut venir récupérer des informations sensibles, là encore, des mots de passe, des clés de chiffrement, des certificats, etc. Ici, j'ai juste de petits exemples. En octobre 2020, il y a des chercheurs qui ont fait des tests sur des smart plugs qui sont des prises en fait connectées et ils ont vu au niveau de leur recherche qu'ils pouvaient faire une modification du firmware pour changer le voltage de la smart plug qui finissait par vraiment partir en feu. Et l'autre exemple ici, c'est une CVE de 2018 où
où les chercheurs avaient trouvé une vulnérabilité de stack buffer overflow dans une des librairies du Belkins WeWo qui est aussi une prise connectée. Dans notre premier exemple, on voit qu'en faisant l'exploitation du firmware, on peut aller voir changer des valeurs dans notre objet qui pourraient s'avérer être dangereuses, comme dans cet exemple-là, ou encore aller étudier une librairie en particulier utilisée par l'objet et voir exploiter les vulnérabilités de cette librairie-là pour avoir un effet sur notre objet. Ce qui nous mène à notre troisième partie qui est la communication. Alors au niveau des communications, on va avoir des échanges non chiffrés, on va avoir une absence des mécanismes d'authentification, la possibilité d'écouter les communications, le sniffing, et on peut, par exemple, une fois que j'ai écouté la communication, je pourrais récupérer mon paquet, la modifier un peu et rejouer ma requête. On peut avoir aussi des vulnérabilités, bien sûr, au DOS, au déni de service. Au niveau des tests d'intrusion, on va avoir Nmap qu'on connaît déjà pour le côté scan, réseau, Wi-Fi, Ethernet. Gatool qui va nous permettre de nous connecter en Bluetooth. Ubertooth qui est un peu l'équivalent de notre Nmap, mais pour le Bluetooth qu'on voit ici en haut à droite, qui va nous permettre vraiment de récupérer nos paquets, de les refaire et de les rejouer. API Moté, c'est comme Ubertooth encore une fois, mais celui-ci est spécifique à Zigbee, qui est un des protocoles de communication qu'on a vu plus haut de l'Internet des objets. Le RTL SDR qui va servir à faire de capture radiofréquence si notre objet connecté ne fonctionne pas sur des fréquences connues comme Bluetooth, API Moté. On peut aller récupérer la fréquence exacte de notre objet et venir la jouer sur GNU Radio. On va pouvoir analyser cette radiofréquence, l'écouter et la reverse pour comprendre quelles données sont transmises à ce moment-là. Et juste au niveau des images que j'ai ajoutées, en haut à droite, on va avoir le Ubertooth One, API Moté pour Zigbee, comme j'ai dit. À gauche, on voit à quoi ressemble le RTL SDR. Tout en bas, à gauche, on a le EKRF One qui regroupe un peu tous ces objets-là en un objet. Il va vraiment couvrir des radiofréquences de 1 MHz à 6 GHz. Du coup, même les nouvelles technologies Wi-Fi à 5 GHz sont couvertes par le AKRF et je pourrais les écouter, les récupérer, les étudier, les analyser et les rejouer. Le AKRF One, une autre particularité aussi qui est intéressante, c'est que je peux faire mes propres scripts, mon propre code selon les cas et l'utiliser avec le AKRF pour faire mon exploitation. Et la quatrième dernière partie où on peut trouver les vulnérabilités, c'est vraiment les applications. Et là, on parle d'applications mobiles et on parle d'applications web qui, elles, sont connectées, bien entendu, à des clouds et des API. Au niveau des applications, on peut aller chercher les mécanismes de chiffrement, on peut aller créer des backdoors, on peut se connecter sans autorisation sur un site web, par exemple, ou sur une application. On peut aller chercher encore une fois, des liens utiles et sensibles, comme les liens vers les API, les bases de données et les services. On peut faire, encore une fois, comme dans le firmware, on peut modifier, par exemple, notre application mobile, ajouter un bout de code qui va, en particulier, pour, je ne sais pas, détourner de l'information, je ne sais pas, il y en aurait vraiment beaucoup de choses qu'on pourrait faire à ce niveau-là. Et bien sûr, on a toutes les vulnérabilités web conventionnelles qu'on connaît déjà avec, par exemple, les injections SQL, les XSS, le CSRF. Et au niveau de nos outils, on va utiliser, par exemple, JADX pour décompiler l'application mobile, faire du reverse engineering. Et là encore, on peut aller chercher de l'information sensible comme des clés d'encryption, des mots de passe, etc. Frida va nous permettre, par exemple, d'injecter du code directement dans une application mobile. Un des exemples que j'aurai pour Frida, c'est que dans un de mes laboratoires, avec GADX, j'ai pu décompiler une application où j'ai été étudier un peu tout ce qu'elle faisait.
Et au niveau de l'assembleur, à un certain endroit, j'ai remarqué qu'on avait la clé d'encryption des communications entre l'objet et l'application qui était présente. Avec Frida, j'ai pu injecter du code dans l'application que quand l'application tourne, j'ai vraiment un retour sur mon terminal qui m'envoie ma clé d'encryption, qui m'a ensuite permis de déchiffrer nos communications. Je parle encore toujours dans les côtés outils, on a le Kali Linux qui va regrouper plusieurs outils qu'on connaît, Nmap, Metasploit, Wireshark pour venir voir nos communications, Burp Suite pour les exploitations web, et en bas à gauche complètement le rang bleu, c'est Parrot qui est un autre système d'exploitation équivalent un peu à Kali mais différent, qui pourrait être intéressant si on veut essayer d'autres outils pour le côté exploitation. Et c'est ce qui nous emmène à la démonstration. Si vous avez apprécié ce tuto, un petit pouce en haut est toujours apprécié. Si vous aimez la cybersécurité et la programmation web, cette chaîne est pour vous. N'hésitez pas à vous inscrire et cliquez sur la petite cloche, vous serez informé des nouvelles vidéos. Merci et à bientôt.